Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Et oui, aujourd'hui, petite vidéo sur Descent, légende des ténèbres. On va faire un retour sur la vidéo antécédente. Je vais vous parler de l'application et vous présenter les règles. Mais avant d'aller plus loin, sachez que comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc n'hésitez pas à franchir le pas. Allez, une nouvelle vidéo donc sur Descent, légende des ténèbres. Ici, je vais décomposer ma vidéo en 3 grandes parties. La première partie sera consacrée sur les règles, l'utilisation du matériel sans vraiment prendre, on va dire, position sur l'application. Ma deuxième partie sera un petit peu plus consacrée sur l'application et enfin ma dernière partie sera plutôt, on va dire, des réponses, des précisions sur et une réaction, j'ai envie de dire, sur la dernière vidéo que j'ai postée sur Descent. Voilà, donc du coup on perd pas de temps, je commence tout de suite avec la présentation des règles de base, j'ai envie de dire, de ce jeu. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est Descent, légende des ténèbres? Ce n'est absolument pas une troisième version du jeu qui porte le même nom, c'est une version à part. Donc qu'est-ce que ça revient à dire? Que nous allons avoir un personnage qui va vivre une aventure à travers des paysages, il va remplir des missions, des quêtes, comment il va y parvenir? Eh bien, il va affronter des monstres, des méchants entre guillemets, et il va devoir remplir des objectifs qui vont être un petit peu de tout type, de sauver une personne à trouver des objets. Voilà. Notre personnage va évoluer à travers une histoire composée de 7 scénarios. Évidemment, vous allez avoir des quêtes annexes qui vont venir étoffer à chaque fois tous ces scénarios et donc à rajouter de la durée de vie si on veut à votre jeu. Pour ce qui est du personnage en soi, alors c'est pas qu'un personnage quand vous jouez, ce n'est pas qu'un seul personnage que vous allez jouer en solo, vous allez en jouer 2, mais pour on va dire simplifier la présentation, mon cadre et la vidéo, je vais me consacrer qu'à un seul et unique personnage. Et bon là pour le coup j'ai pris Bryn. Pourquoi? Parce que c'était la première de la pile quand j'ai installé. Voilà. Donc du coup notre personnage est composé donc d'une fiche personnage, de 2 cartes qui vont représenter l'arme que va porter Bryn, enfin les armes alternatives que va porter Bryn, et son disque de points de vie, et c'est tout. Je dis c'est tout, et pourtant il y a effectivement oui une figurine, oui forcément il faut quand même la représenter donc sur le plateau de jeu, et il y a des dés, oui j'y viens après. Déjà commençons tout simplement par notre personnage en soi, Bryn, et sa capacité et les chiffres que vous allez avoir sur la partie droite de votre fiche de personnage. Ici en vert avec ce symbole avec des flèches, ça représente la vitesse de notre personnage et plus précisément sa capacité à se mouvoir sur la map. Ici une valeur de 3, donc elle peut se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Pas compliqué. Ici nous avons sa quantité de points de vie. Donc ici deux 10. Qu'est-ce qui se passe si les points de vie viennent à tomber à 0? Eh bien j'y viendrai après. Nous avons en dessous deux épées qui se croisent avec un carré noir. Ici, ça représente le dé à lancer. Il en va de même pour le bouclier, c'est ses capacités offensives et défensives finalement. Ces tests vont avoir lieu au cours des actions que vous allez pouvoir faire au cours de votre action de jeu, j'ai envie de dire. En dessous, vous avez les caractéristiques de votre personnage avec 4 grandes particularités, caractéristiques, la puissance, l'agilité, l'intuition et la volonté. On va dire un petit peu la manière dont votre personnage est orienté par nature, si vous voulez. Et enfin, en dessous, vous avez un symbole avec une goutte, tout simplement. Vous avez un petit encadré où vous allez avoir une capacité particulière. Et enfin, en dessous, une capacité spéciale, représentée par un éclair. Et enfin, en dessous encore, un petit encadré qui représente la capacité des armures que peut transporter votre personnage. Ok, donc je suis allé très vite, on va rentrer un petit peu dans le détail.
il y a une petite carte de rappel qui est très bien faite et on va l'utiliser pour vous donner les bons termes à ce moment-là. Donc vous allez avoir des succès représentés par les étoiles, une étoile, un succès, des avantages représentés par les croix. Donc ces avantages, vous allez pouvoir les convertir en succès. Donc du coup, ça c'est pas mal. C'est une très bonne mécanique que je trouve qui a été trouvée dès la gestion des dés en fait. Déjà, ça c'est très bien. Donc, vous transformez, si vous le souhaitez, vos avantages en succès. Si vous ne voulez pas, ben, ça ne vous compte pas de succès. Par contre, il y a un compromis à faire. C'est que si vous le faites, vous allez devoir générer des petits symboles comme ça, des petits jetons, qui vont représenter de la fatigue. Les fatigues, vous allez devoir les assigner à vos cartes. Donc, soit vos cartes qui vont représenter vos objets d'attaque, votre équipement, votre arme, ou alors directement avec votre carte héros. À quoi servent les fatigues? J'y viens de suite après. Et enfin, vous allez avoir les petits éclairs qui vont être les augmentations qui vont pouvoir permettre de résolver des capacités éclairs, donc déjà appelées capacités spéciales. Donc représentées par l'éclair qui est ici. Donc elle ne nécessite pas une action, ça n'est absolument pas pareil. C'est juste une phrase clé qui vont venir compléter votre lancer de dés. Et enfin, vous allez avoir ce petit symbole ici, donc une flèche qui part vers la droite à chaque fois, qui nécessite, elle, une action. Donc ça n'a rien à voir, vous ne le retrouverez pas ce symbole sur les dés. C'est pour une action, réaliser tout ça. Là, par exemple, pour la capacité importune de Brynn, elle permettait de glisser de 3, donc c'est se mouvoir de 3, 1, 2, 3, par exemple. Et s'il y avait un adversaire à côté d'elle, elle aurait pu l'attaquer directement. Donc déplacement plus attaque en une action en fait au final. Par contre, ça aurait nécessité de retourner la carte héros. Donc ça me permet de faire une transition toute bien marquée sur, si j'aurais fait par exemple, je sais pas, au tour d'avant, j'aurais eu un jeton fatigue que j'aurais assigné donc à ma carte héros de Brynn et que j'aurais utilisé la capacité importune. J'aurais donc effectivement glissé de 3 et ensuite attaqué un ennemi. Or là, par exemple, dans mon cas là actuel, je n'aurais pas pu. On m'aurait dit de retourner cette carte. Et qu'est-ce qui se passe quand on retourne cette carte? C'est recto verso. Et tous les jetons qu'il y a dessus la carte, en fait, sont défaussés. On s'en débarrasse. Et on a une nouvelle capacité qui est dévoilée. Ça peut être une différente capacité éclair ici. Et on garde les mêmes capacités qui sont là, les caractéristiques, les dés, etc. Mais en fonction de la capacité qu'on débloque là, on a aussi une évolution sur la quantité de jetons fatigue qu'on peut assigner à cette carte. Imaginons que j'aurai donc mes 2 jetons fatigue qui aient été mis sur une carte, ici par exemple ma lame de gardien, qui est mon arme. J'aurais pu dire pendant ma phase d'attaque, après avoir glissé et attaqué le méchant qui est là, j'aurais pu dire en plus de ça, je défausse pour venir ajouter au résultat à mes succès et à mes résultats donc finalement de mes dés, 2 jetons fatigue qui vont me permettre pendant mon attaque ou ma défense, là pour le coup c'est pendant l'attaque, un succès en plus si je suis adjacent à un autre héros. Bon là il n'y avait pas d'autre héros. On va dire que c'est comme si. Et du coup, au niveau des succès, sur l'application, on dit, ben voilà, Brynn va attaquer ce colosse qui est là. Du coup, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 succès. On met les 8 succès et on voit les dégâts que ça génère. Voilà. L'application gère énormément de choses et extrêmement présente. C'est pour ça qu'elle est déjà suffisamment présente. Je ne vais pas en plus surcharger mon explication de règles de base avec l'application. Mais voilà, c'est dans l'application qu'on va venir y intégrer les succès que l'on a fait pendant notre attaque et aussi pendant notre défense. Donc vous l'aurez compris, notre personnage va pouvoir faire des actions. Donc à son tour, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va pouvoir faire donc une action donc, de déplacement, comme je vous l'ai dit. Elle va pouvoir faire une action de combat. Elle va faire donc une capacité d'exploration. Donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir interagir avec des éléments supplémentaires sur le plateau de jeu. Il est très possible de dire à Brynn, si par exemple on aurait été dans ce cas de figure là, tu vas là en plus et tu fais une exploration, tu regardes ce qui se passe avec ce coffre.
Généralement, quand on fait une action d'exploration, quand on interagit, si vous voulez, avec un élément du terrain, on nous demande de faire des tests de compétences. Par exemple, pour ouvrir le coffre, on nous aurait dit, ben voilà, petite phrase d'introduction, nécessite de la puissance, donc vous faites un jet de test. Tous les jets de test se font, quel que soit le personnage, avec 2 dés noirs, on les lance. Ça marche exactement de la même manière que pour les attaques, si vous voulez. Vous pouvez dépenser vos avantages en succès. Vous avez des éclairs, vous pouvez bénéficier des capacités éclairs si vous le pouvez, parce que certaines capacités éclairs ne sont disponibles que pour soigner pendant une défense ou alors défendre, enfin ajouter des succès pendant une défense. Bien évidemment, dans beaucoup de cas, on va vous dire, nécessite par exemple pour ouvrir le coffre de l'agilité ou de la volonté ou de la puissance. Et ces caractéristiques viennent s'ajouter à votre test. Si par exemple ça nécessitait de la puissance et qu'on aurait eu un résultat comme ça, on aurait fait 2 plus 2 plus 2. Nécessité de l'intuition, on aurait fait 2 plus 2 moins 1. On n'aurait eu que 3 succès. Et de la volonté plus 1. Voilà. Donc tout est explicite sur l'application et vraiment c'est un gros avantage encore une fois que Descent propose, c'est une gestion des règles où on est pris vraiment par la main à travers l'application pour arriver à comprendre très facilement où on va au niveau des règles, arriver à les assimiler petit à petit. Donc voilà, une deuxième chose qui arrive donc au niveau du gameplay, c'est la gestion recto-verso de vos cartes personnages ou encore de vos cartes armes. Donc ici on a une arme alternative. On peut jouer soit avec la lame de gardien, soit avec le marteau de guerre lesté. Et qui ont chacun des capacités différentes. Vous avez des armes tranchantes, des armes contondantes avec une gestion à chaque fois quand vous retournez des jetons fatigue qui vont apporter des capacités différentes pendant votre attaque ou votre défense. Pour expliquer un petit peu plus en détail, par exemple sur le marteau de guerre, vous allez avoir ici chaque succès qui va faire 3 dommages. Elle peut avoir au maximum 2 jetons fatigue dessus elle. Et vous avez la typologie de dégâts que fait le marteau de guerre. Ici, c'est le symbole marteau, c'est marqué compte, ça doit être certainement, je ne sais pas l'appellation exacte, je ne m'en souviens plus. Mais de l'autre côté, si on prend par exemple la lame de gardien, toujours 3 dégâts par succès, mais c'est une arme qui va faire des dégâts tranchants. Et là, encore une fois, une nouvelle chose qui est apportée dans le gameplay que je trouve super bien fait, un petit peu à la manière des Pokémon où l'eau bat le feu, la plante bat l'eau et le feu bat la plante. Vous voyez un petit peu cette histoire de pierre, feuille, ciseaux. Vous allez avoir des attaques typées qui vont avoir des dégâts supplémentaires ou des dégâts supplémentaires sur des adversaires. Évidemment, quand vous allez vous rencontrer des adversaires pour la première fois, leurs faiblesses ne sont pas encore découvertes et vous ne saurez pas quel type de dégâts faire pour faire encore plus de damage. Par contre, l'application gère très bien le fait que lorsque vous avez déjà découvert vos adversaires, il enregistre les attaques qui lui sont faibles. Du coup, suivant les quêtes que vous allez faire, il peut être intéressant de souvent changer de personnage pour se dire, ben, c'est vrai que si par exemple, je sais pas, on va dans un lieu où on va avoir qu'un type de personnage à affronter, ben, prendre des personnages qui leur sont efficaces pour pouvoir les tuer facilement. Bon, ça c'est avec l'expérience au cours de plusieurs quêtes, au cours de plusieurs missions que vous allez devoir accomplir, que vous saurez quel type de carte, quel type d'arme il va falloir utiliser pour tel ou tel adversaire. Ça n'enlève en rien la rejouabilité, par contre, du jeu. Pour ceux qui appellent rejouabilité, la notion d'y revenir régulièrement. Est-ce qu'on n'est pas trop spoil? Est-ce que c'est grave si on connaît déjà où on va? En fait, non, pas du tout pour le coup, vu que les personnages que vous allez jouer vont avoir un impact différent en fonction de la mission que vous allez faire, même au niveau des adversaires que vous allez générer parfois, puisque
l'application gère beaucoup de paramètres à ce niveau-là, au niveau de l'aléatoire. Donc votre personnage, je vous l'ai dit, est représenté par un disque, sa carte et ses armes. En plus de ça, il va pouvoir au cours de son aventure évoluer, déjà faire grandir, améliorer ses armes. C'est pourquoi, par exemple, la lame de gardien, vous pouvez la transformer en lame de gardien évoluer avec le petit symbole des deux flèches qui vont vers le haut, où on a une augmentation des attaques, de l'attaque par exemple, ou encore peut-être un changement. Non, voilà. Parfois, vous allez peut-être avoir un changement au niveau donc du descriptif de l'attaque. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, tu as deux armes, pourquoi tu les joues comme ça? Enfin, parce qu'en fait, les deux cartes que vous avez, elles viennent dans des sleeves qui sont fournis avec le jeu. Vous pouvez à votre tour choisir qu'une seule carte arme. Si vous voulez prendre votre marteau de guerre plutôt que la lame lestée, la lame de gardien, il va falloir faire une action supplémentaire, une action d'organisation qui permet de retourner une carte. Donc que ce soit votre arme ou encore votre carte personnage. Il y a une action, il y a un symbole qui nécessite parfois un nombre d'actions. Ça s'appelle une action unique. Voilà, donc elle permet de résoudre une action sur une carte. C'est comme ça que ça s'appelle, ce symbole-là, c'est une action unique. Donc à votre tour, votre personnage va pouvoir effectuer jusqu'à 3 actions, mais il est obligatoire, si vous faites les 3 actions, de faire au moins une action donc de manœuvre, donc se déplacer sur le terrain. Voilà. Il est possible de faire 2 actions combat, évidemment, lors du même tour. Vous pouvez faire même 2 actions manœuvre si vous le souhaitez. Donc pour, oui, compléter notre héros, il va vivre donc plusieurs missions comme je vous disais. Il va donc améliorer son matériel, mais il va aussi s'améliorer lui. Il va donc débloquer certaines compétences représentées par ces cartes-là, avec dans la partie inférieure gauche le nombre d'expériences nécessaires pour pouvoir choisir cette compétence-là. Et oui, choisir, puisque ce n'est pas parce que vous allez la débloquer que vous allez pouvoir toutes les jouer. On va dire, imaginons que vous avez débloqué toutes les compétences. Voilà, vous ne pouvez pas dire, moi je pars avec toutes les compétences, j'ai tout débloqué. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Votre héros va débloquer au cours de sa carrière, si on peut dire, un certain nombre d'expériences, par exemple 3 expériences, ça peut arriver. Bien, vous allez devoir choisir parmi tout le lot de compétences que vous avez débloquées pour une valeur de 3 expériences. Donc par exemple, vous pouvez très bien partir avec ces 3 cartes-là, puisque chacune d'elles nécessite un point d'expérience pour pouvoir la jouer. Donc 1 plus 1 plus 1, vu que ça se cumule, on arrive bien, dans notre exemple, à 3 expériences. Ces 3 cartes-là peuvent être jouées. Elles aussi sont recto-verso. Et c'est en fonction de l'application que vous allez débloquer, soit par exemple ici le cri de ralliement, ou alors le cri de bataille. Donc voilà, prenez bien note de ce que vous débloquez. Évidemment, l'application, encore une fois, garde tout en mémoire pour que vous ne vous perdiez pas. Comment on fait pour s'orienter au niveau des compétences qui sont débloquées, au-delà du fait que l'application vous dit que vous avez débloqué telle compétence? En fait, au long de votre histoire, pendant votre quête, vous allez avoir votre personnage qui va être mené à faire des choix et à interagir obligatoirement avec des personnages particuliers. Il se peut, par exemple, imaginons qu'on nous dise, voilà, Brynn, lorsqu'elle est... il se peut qu'on soit dans le cas de figure suivant. Ça va me permettre d'intégrer la notion de ces 2 jetons-là. Lorsque l'application nous dit, voilà, vous avez ce jeton-là, c'est un jeton d'observation, de vue. Lorsque le personnage est adjacent ou va dessus ce pion, l'application, on lui dit, ben voilà, Brynn est rentrée en contact avec ce pion-là et elle va dévoiler l'autre partie du terrain. D'accord? Ça permet, on va dire, de débloquer le brouillard de guerre. Parfois, ça n'est pas un jeton exploration, mais une porte. Il se peut très bien que vous ayez une porte. Une fois que vous l'ouvrez, tac, hop, ça débloque une autre partie du donjon. Ça, c'est la première chose. Mais une fois qu'on est passé dessus, qu'on a révélé le terrain, il n'a plus lieu d'être, on le défausse. Vous allez être mené à découvrir des jetons comme cela, bleus, qui vont nécessiter une interaction. Bien souvent, il est dit
que tel ou tel personnage peut avoir, on va dire, rentré en relation avec ce pion-là. Donc, par exemple, on nous dit Brynn est la seule dans notre cas de figure à pouvoir rentrer en relation avec ce pion qui pourrait être, je sais pas, par exemple, un homme blessé. Lorsqu'il va dessus, il y a une interaction qui se dit, un dialogue, des choses qui se passent, et on va pouvoir créer, on va dire, notre personnage et on va dire, lui donner une certaine ligne directrice. Par exemple, généralement, pour Brynn, ça va être des choix entre noblesse et courage. En fonction du choix que vous allez faire, si vous développez plus la noblesse ou plus le courage, vous allez débloquer des compétences qui vont être plus destinées au courage et plus à la noblesse. Ce qui fait que vous allez pouvoir, par exemple, plutôt débloquer le repos, par exemple ici, que la hardiesse, par exemple. Voilà, noblesse, courage. Voilà. En fonction de vos choix au cours de votre aventure, vous allez avoir des compétences qui vont se débloquer en fonction de vos choix au cours de vos missions. Pour ce qui est des armes, parce que les armes, elles aussi, sont spécifiques à votre personnage, vous allez avoir des armes qui vont évoluer elles aussi. Et pour les construire, vous allez devoir chercher des recettes. Et en fonction des recettes, dans votre inventaire, par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous souhaitez acquérir la lame ailée. La lame ailée va nécessiter 200 pièces de métal, va nécessiter du bois, va nécessiter des os, etc. et tout. Mais ça, c'est la recette. Vous allez devoir trouver donc tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir réaliser la lame ailée. Et après, pour réaliser la lame ailée, il va falloir créer, grâce à la recette, créer votre arme et après la façonner auprès d'un forgeron qui va devoir en plus dépenser de l'argent. Voilà, mais j'y viendrai un petit peu plus tard. Donc vous l'aurez compris, un personnage, des armes qui lui sont spécifiques, des caractéristiques spécifiques, des interactions spécifiques et ce sera la même chose pour chaque personnage. Vous voyez qu'il y a 6 colonnes avec des cartes différentes parce qu'il y a 6 personnages différents, donc une couleur différente. Voilà. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est très bien fait. Ça permet de recadrer le personnage, lui donner une certaine ligne directrice, un petit peu de souplesse en fonction des choix que vous faites au cours de l'aventure. Et encore une fois, au niveau du gameplay, ici, c'est super bien réalisé. C'est très prenant. Et c'est ce qui fait que, par exemple, parfois, on se dit oh, « Mince, qu'est-ce qui se serait passé si j'aurais plus débloqué cet arc-là de mon personnage ?» Et donc, j'aurais peut-être eu plus de facilité pour cette mission. Et ça, c'est très intéressant et ça donne toujours un goût d'envie d'y revenir et de refaire et de se dire essayons de changer la donne. Et qu'est-ce qui se serait passé avec tel ou tel personnage? Parce qu'évidemment, vos interactions au cours de la partie vont changer elles aussi en fonction des personnages que vous allez choisir. Donc, pour éviter un certain aussi déséquilibre au cours de l'aventure, quand vous choisissez, surtout en solo, que 2 personnages, vous avez 4 personnages qui n'auront servi à rien, sachez juste que l'XP gagnée, elle est transmise à tous les autres personnages, ce qui évite aussi d'avoir un déséquilibre entre certains personnages au niveau de l'XP surtout. Par contre, et c'est là où c'est très important, l'inventaire que vous avez, l'or que vous avez est commun. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez 100 pièces d'or, que vous décidez, je sais pas, par exemple, de débloquer la lame ailée parce qu'elle coûte 100 pièces d'or avec tout votre inventaire, eh bien, il n'y aura que Brynn qui va pouvoir bénéficier de la lame ailée. Ce qui fait que votre personnage, vos autres 5 autres personnages, eux vont du coup être un peu biaisés, un peu moins forts et peut-être même jaloux, qui sait. Donc voilà, vos choix de gestion de l'inventaire est très important à prendre en compte. Donc, vous allez avoir ensuite ici des cartes très particulières qui vont être des armes communes, mais des armes extrêmement fortes. Donc, l'aventure vous dira comment les utiliser et à quoi elles servent surtout. Ensuite, vous allez avoir ici des accessoires. Donc, vous voyez, il y en a une petite quantité avec des illustrations toujours très sympas et qui représentent plutôt bien l'effet que va vous apporter cet accessoire. Je ne rentre pas plus dans le détail au niveau des accessoires. Sachez juste que votre accessoire, au même titre que les armes, peuvent être améliorés. Vous avez la version de base ici, le même accessoire amélioré. Voilà. Par contre, ils auraient pu faire un effort sur tout simplement une face
avec l'illustration de base et une face avec la version augmentée, j'ai envie de dire, de l'accessoire. Bon, l'illustration, pour le coup, encore là, ils ne sont pas trop fait chier, c'est dommage. Bon, tant pis, c'est un détail. Bon, un détail qui va avoir de l'importance parce que je trouve ça quand même dommage de passer à côté de quelque chose d'aussi simple dans la réalisation. Mais bon, tant pis. Donc voilà, vos accessoires peuvent eux aussi être améliorés. Et à quoi servent les accessoires? Déjà, vous les créez exactement de la même manière que pour vos armes. Il faut des recettes pour pouvoir en profiter. Ensuite, vos accessoires au début de la partie, vous allez dire, par exemple, tel personnage, Brin, au début de sa quête, va partir avec ses armes, un accessoire, tac, un accessoire et c'est tout. Et ensuite, on va pouvoir lui apporter une armure. Et c'est là où le petit cadre en dessous est très important. Brin peut porter que des armures lourdes. Ce qui fait que si par exemple elle a une armure moyenne en stock, elle ne peut pas la porter. Elle va devoir prendre obligatoirement l'armure lourde. Voilà. Donc c'est pour ça que cette notion-là est très importante. Vous y rentrez votre armure en dessous, tac, hein, à côté de l'accessoire par exemple. Et là, voilà, vous bénéficiez des bonus supplémentaires que viendrait vous apporter l'armure en question. Armure lourde, moyenne et légère, répartie différemment évidemment en fonction des personnages. Donc exactement de la même manière que les accessoires, des recettes, de l'inventaire à dépenser, des sous à dépenser pour forger vos armures. On arrive ensuite aux denrées. Alors là, les denrées, c'est un petit peu particulier. Les denrées, vous allez parfois en trouver au cours de votre aventure, par exemple sur des personnages avec qui vous allez interagir, sur des arbres ou encore peut-être même des coffres-forts ou autre chose, des tables même. Les cartes denrées que vous trouvez durant une aventure sont éphémères. Vous allez les utiliser durant votre aventure et c'est tout. Elles sont perdues même si vous ne les utilisez pas. À la fin de votre aventure, vous avez par exemple trouvé tout ça comme denrée. Si vous n'en avez pas la recette, elle est perdue. Pour conserver les cartes que vous trouvez au cours de l'aventure, il faut avoir découvert la recette. C'est tout. Donc, vous inquiétez pas, l'application, encore une fois, bien présente, quand vous allez aller dans votre stock, elle vous dira exactement de quoi il est composé. Donc, si vous ne voyez pas les potions denrées que vous avez trouvées au cours de vos quêtes, c'est tout simplement que vous n'en aviez pas la recette et que vous ne pouvez pas en profiter pour votre nouvelle aventure. Donc, il va falloir la dégager. Pour ça, n'hésitez pas à les utiliser au cours de votre quête, en cours. Enfin, d'autres cartes. Donc ces cartes sont des cartes dites blessures. Elles sont elles aussi recto-verso avec deux appellations, bénigne et maligne. Et parfois il y a runique, donc c'est en fonction des armes que vous portez. Vous voyez, il y avait des runes tout à l'heure, ça doit être en fonction. Donc imaginons que Brin, elle a affronté un adversaire, elle s'est retrouvée à 0, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, son point de vie, ses points de vie reviennent à 0, au maximum, ici 10, en fonction évidemment modifié en fonction de l'armure lourde, etc., de ce qu'elle possède. Et l'application va vous dire, très bien, donc elle va prendre une blessure bénigne, par exemple, elle va dire, allez chercher la carte blessure fourbue, vous la prenez, c'est une blessure bénigne, qui va avoir un impact au cours de vos futures actions. Qu'est-ce qui se passe si vous retombez à 0? Eh bien là, on vous dit, tu tournes la carte en gros et elle subit une blessure maligne. Vous remettez le nombre de points de vie au maximum, donc 10. Et là, qu'est-ce qui se passe si vous revenez à 0? Eh bien là, votre personnage meurt. Hein, d'accord, c'est pas compliqué. Vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Et votre quête aussi, puisque si un personnage vient à mourir, généralement, votre quête en cours est perdue. Ce qui fait qu'au final, votre personnage, il n'a pas 10 points de vie, mais il en a 30. Avec des paliers de blessures. Et là, encore une fois, je trouve que c'est très bien mené au niveau du gameplay. La gestion des points de vie, des blessures. Et à partir de quand on se dit, bon, ben écoute, dans tous les cas, tu vas crever, ça sert à rien que je te soigne. De 2 ou 3 points de vie, vu que tu vas prendre 6 quoi qu'il arrive. Tu ne vas pas mourir, tu vas juste prendre une blessure. Moi, je vais prendre mon personnage et aller soigner quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois une notion de stratégie qui doit être énormément prise en compte au cours de votre histoire, en fait, au final. Voilà, donc votre personnage, ça se passe comme ça. Il est composé de tout ça. Au cours de son aventure, à chaque fois qu'il va jouer, il va être mené à faire un choix donc des 3 actions. Et il se peut que
l'adversaire joue aussi. Et là, les ténèbres rentrent en jeu. Autour des ténèbres, l'application va vous dire phase des ténèbres. Voilà quel personnage fait ça, quel personnage fait ça. Et si vous avez des doubles, eh ben là, c'est pas grave. Vous avez donc des petits marqueurs comme ça que vous allez stocker dessous. Et l'application va vous dire, voilà, le colosse qui est ici de couleur rouge va faire l'action suivante. Il va se déplacer de 8 par exemple. Il va aller au contact de tel personnage en particulier. S'il peut y arriver, s'il peut le faire. S'il ne peut pas le faire, il va au personnage qui est le plus proche. Et il va lui infliger 8 de blessures. Ouf, 8 du point de vie, comment je fais pour remédier à ça? Eh bien, vous prenez votre dé en fonction de votre défense, peut-être de votre armure et de vos accessoires. Vous faites vos jets, votre résultat vient se soustraire à l'attaque du personnage et c'est réglé. Voilà, le tour des ténèbres est fait. Une fois que votre tour revient, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, eh ben là vous êtes emmerdé par le colosse qui est ici. Vous ne pouvez plus vous déplacer de 3. Vous êtes gêné, ça s'appelle. Vous pouvez vous déplacer que de 1. Alors du coup, au niveau des déplacements, vous pouvez vous déplacer donc en vertical, mais aussi de manière en diagonale. Voilà. Donc ce qui peut être pas mal pour s'éloigner d'un méchant. La diagonale, elle aide pas mal. Bon. Après, vous n'êtes plus au corps à corps, vous n'avez qu'un seul unique déplacement. Si vous voulez faire une manœuvre de 1 pour vous écarter et ensuite faire un de 3, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des dégâts que vous allez faire à votre tour, ils vont être forcément en adéquation de vos choix. Voilà. Donc, la notion de gêne est très importante quand vous venez à rentrer au contact des ennemis. Et il y a des personnages qui, comme Vairix, ont une carte avec marqué allonge. Cette arme, lance de Riverguard, permet d'attaquer à une distance de 2. Et ça, c'est très intéressant, puisque si par exemple on aurait été ici, imaginons que ça c'est Vairix, il n'est peut-être pas au contact, mais sa carte avec allonge lui permet d'attaquer à une distance de 2. Ça permet de prendre de la distance, être un minimum safe, et de forcer plus ou moins le corps à corps avec l'adversaire. Parce que l'adversaire, lui aussi, une fois qu'il rentre au corps à corps, est gêné par vos personnages. Et donc, pour s'en extirper, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc la longe est très importante suivant les situations. Par contre, alors ça fait beaucoup de par contre, je suis désolé. Si vous venez à être dans cette situation-là, eh bien, en face de vous se retrouve un arbre. Alors, si la notion de 3D est importante, il faut quand même aller jusqu'au bout. Et encore une fois, au niveau du gameplay, c'est magnifique ce qui est réalisé, c'est les lignes de vue. Donc, tout ce qui va faire obstacle à votre ligne de vue, vous ne pourrez pas passer à travers, autant votre adversaire que vous. Si vous ne pouvez pas voir votre adversaire, vous ne pouvez pas le toucher. C'est QFD. Comment c'est géré? Soit vous apprenez par cœur les règles, et elles ne sont pas très compliquées non plus, soit, mais je ne veux pas trop vous mélanger avec ça, donc je ne vais pas aller plus loin, soit vous utilisez l'application, et elle va vous dire, si vous êtes sur cette case, voilà tout ce que vous pouvez voir. Voilà, donc du coup ça c'était pour la ligne de vue. Maintenant, votre adversaire est venu vous attaquer et il se peut aussi que vous subissiez des effets, des états négatifs. Alors au niveau des états, c'est repris très très bien sur la carte de rappel. Vous pouvez très bien être infecté, balafré, terrifié. Et on va peut-être même vous demander de préparer ou canaliser des sorts, des attaques, etc. Tout cela sont des jetons qui doivent être posés sur les cartes. Dès le moment où vous retournez la carte, vous perdez les états. Entre guillemets, ça, encore une fois, c'est une notion de gameplay qui est très très bien amenée parce que même si vous avez des effets positifs sur les cartes, quand vous les retournez, vous enlevez toutes vos cartes. Tous les états, tous les jetons, vous enlevez tout. Voilà. Donc ça, cette notion d'état est aussi très bien menée dans le gameplay pour améliorer ses stratégies, revoir sa tactique. On prend facilement des bâtons dans les roues à cause de ça. Et pour moi, ça apporte une mécanique, une dynamique au jeu qui est très 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 intéressante puisque va falloir faire beaucoup de choix et optimiser au maximum ses actions. Donc jusqu'ici au niveau du gameplay, j'en suis extrêmement satisfait. Je n'ai rien à redire dessus. C'est très bien mené, bien que le matériel soit, on va dire, assez simple. D'accord? Pour récapituler, votre personnage est composé d'une carte personnage, d'une arme. Suivant la quête que vous allez faire, il va avoir une armure, un accessoire. Il peut porter jusqu'à 3 denrées que vous avez déjà dans votre inventaire.
et que vous avez créé grâce à votre inventaire aussi. Vous allez avoir un disque de points de vie qui va lui être attribué, une gestion attaque et défense menée par des dés, et il va subir des états en fonction des combats qu'il va mener. Vous saupoudrez de cartes de compétences et des nouvelles armes alternatives, et vous avez un jeu avec un gameplay par personnage qui est très riche. Il n'y a rien à redire là-dessus. Oui, et en plus de ça, vous venez ajouter le fait que votre personnage, suivant les quêtes qu'il va faire, les choix qu'il va faire durant son aventure, va évoluer différemment et surtout indépendamment des quêtes que vous faites et des personnages qui viennent en soutien. Il évolue tout seul, il crée, il évolue, vous le faites évoluer comme vous voulez. Et ça, c'est un énorme tour de force aussi que je trouve qui est proposé dans Descent. Donc finalement, le gameplay, comme je l'ai dit, est vraiment aux petits oignons. Allez, donc l'application. Je ne vais pas du tout m'y éterniser dessus. Sachez juste qu'elle est extrêmement présente dans le jeu et qu'elle va vous accompagner tout le temps et elle va tout prendre en compte. Qu'est-ce que l'on peut dire comme bonne chose? Déjà, c'est la bande son qui est excellente. On s'en lasse pas, elle fonctionne super bien. Les illustrations, elles aussi, sont assez sympathiques. Je vais voir si je peux augmenter. Ouais. Donc, comme je disais, les illustrations sont assez sympathiques. Vous avez ici, dans les paramètres, la possibilité d'avoir accès au glossaire et donc à tous les mots que vous cherchez avec une définition. Donc, parfois même mieux expliqué que dans le livret de règles. Ça, c'est très bien. Ensuite, vous allez avoir des options pour définir un peu mieux personnaliser un peu mieux votre application sur la musique, les effets sonores et les voix des héros. Car oui, encore une fois, quelque chose de très bien. Une fois que vous avez mis en français votre application, eh bien, vous allez avoir la voix de vos personnages en français. Alors parfois c'est un peu, ça sonne mal, on va pas se le cacher, mais on sent qu'il y a un jeu d'acteur derrière qui est quand même bien mené, il n'y a pas de jeu m'en foutiste et ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc une très bonne réalisation au niveau de cet aspect-là de l'application. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, vous avez en plus un système de modélisation en 3D de votre plateau de jeu. Et vous allez pouvoir naviguer dedans comme tout type de logiciel que vous pouvez avoir sur l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment bien fait, c'est efficace, ça marche très bien. Pas grand chose de plus à dire sur l'application pour le moment, puisque pour moi, on va l'avoir largement assez. Ça va me permettre de faire la transition en réponse sur ma troisième partie. Donc voilà, on rentre donc dans la troisième partie qui va être un peu plus une réponse sur ma première vidéo. Alors il fallait prendre cette vidéo un petit peu comme un unboxing, une découverte primaire du matériel. Finalement, juger les cartes, juger le matériel pur et dur. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que finalement, ça a dû vous arriver à tous de vous faire la réflexion suivante. Au prix que je l'ai payé, heureusement que le jeu est bien. Heureusement que ceci est bien. Heureusement que j'en suis satisfait. Et moi, je ne voulais pas du tout être biaisé par le jeu en soi. Je voulais vraiment apporter une critique objective, puisque je ne connaissais pas du tout le jeu, sur le prix et le matériel. Et dans plus de 65% des cas, les gens étaient d'accord avec moi. Pour les 40% qui restent, la moitié n'ont rien compris. On cru que c'était une critique du jeu, alors que pas du tout. Donc déjà, il y a 20% de ces personnes non satisfaites de mon dialogue qui sont partis un petit peu dans tous les sens, comparés dans tous les sens et finalement, c'est peut-être aussi un peu ma faute puisque je suis parti moi aussi un petit peu dans tous les sens. Donc je leur en veux pas, je comprends tout à fait leur point de vue. Je suis d'ailleurs même dans la plupart des cas d'accord avec eux après avoir joué au jeu. Sur la notion de le prix ne fait pas que le matériel mais fait aussi l'expérience de jeu. Et c'est un petit peu sur ça que j'aurais voulu débattre un peu plus. Dans certains cas, ça a été complètement avorté cette discussion-là. Dans d'autres cas, ça s'est avéré être très florissant et très intéressant. Enfin, une autre partie, donc les 20% où pour eux, oui, le prix s'explique par le développement du jeu et par l'augmentation, le surcoût de la vie et cette énorme augmentation des prix est liée à l'inflation de tout au final. Et malheureusement, je ne peux pas être 100% d'accord avec eux, ce qui fait qu'eux ne peuvent pas être 100% d'accord avec moi. Hein?
Donc je suis ouvert sur le débat à ce propos, mais vous allez voir que si on laisse la porte ouverte à ce type de tarif pour une qualité de matériel ou quantité de matériel comme celle-ci, eh ben on va se retrouver avec des jeux qui aujourd'hui font la une sur des sites, qui coûtent extrêmement cher, qui à l'époque coûtaient allez, 20, 30 francs et aujourd'hui sont revendus 115, 120 euros pour la même chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment exubérant. Voilà, ça c'était pour une partie de ma réponse. Ensuite, un autre point que je voulais dire. Effectivement, au niveau des figurines, j'étais sceptique sur comment allait se passer la peinture puisque je ne connaissais pas ce type de matière. Ça se passe super bien. Ça se peint très bien, aucun souci. J'avais des petites réticences sur le fait de les mettre dedans mon insert parce qu'il faut les déclipper et tout. Jusqu'ici, j'ai suivi un conseil qui consistait à vernir 2 fois les figurines pour ne pas avoir ce problème, surtout au niveau des socles. Ah ben, il n'y a pas à dire. Cette astuce fonctionne parfaitement et merci de me l'avoir donnée. Donc voilà, n'hésitez pas à vernir 2 fois vos socles pour éviter qu'ils s'abîment. Ensuite, un autre point que je souhaitais aborder, c'était cette notion de oui, mais dans le matériel que tu nous présentes, tu ne nous parles pas de l'application qui est exceptionnelle. Alors, ok, alors on va essayer de mettre des mots logiques sur ça. Vous avez une application qui fait que si vous voulez jouer à ce jeu, il vous faut l'application. Vous n'avez pas le choix. Donc ça veut dire tablette obligatoire si vous voulez jouer à plusieurs. Le téléphone, on n'y voit pas assez, il faut vraiment une tablette. Donc déjà, autant le savoir. Sinon, bon, l'application peut marcher aussi sur téléphone, mais honnêtement, ça ne marche pas aussi bien, c'est pas assez visible. D'accord? L'application, moi, la première fois que je l'ai lancée, et on va voir si ça me fait la même chose. On va créer une nouvelle campagne. Moi, le début, on peut mettre n'importe quel nom, on s'en cague, parce que c'est juste pour vous montrer moi là où je veux en venir. Donc voilà, vous avez effectivement plusieurs difficultés de quête. Moi, je jouerai certainement en héroïque. Vous avez des temps de chargement qui sont assez longs. Ça, c'est la première chose. À chaque fois que vous allez avoir une phase de jeu, on va dire entre votre phase de héros après la phase de ténèbres, l'application se met automatiquement à charger et ça ralentit énormément votre partie. Je trouve que ça manque de fluidité à ce niveau-là, très concrètement. L'application, en plus, bien qu'elle gère énormément de choses, ne simule pas la présence de vos personnages sur le plateau de jeu. Autant vos personnages que les adversaires. Et heureusement, parce que s'ils seraient présents, il suffisait juste qu'ils mettent un simulateur 2D et vous aviez tout le jeu sur l'application. Allez, donc là, ça se lance. Et voyez, pour moi, je n'ai pas alors ça charge encore, oui, c'est assez long. Et là, vous voyez, en dessous, je n'ai que les sous-titres, je n'ai pas d'image sur le début de la quête. Voilà. Donc là, il faut voir qu'il y a un dialogue, il y a des choses qui se montrent, etc. Moi, je n'ai rien du tout. Et ça me le fait à chaque fois que je redémarre l'application, à chaque fois que je la réinstalle. Donc, il y a quand même certains bugs pour une application qui, a priori, coûte extrêmement cher. Heureusement, les boutons permettent de passer à la suite assez efficacement. Voilà, donc ça, c'était un détail, un bémol que je voulais apporter. Les dialogues entre les personnages ne sont pas non plus très riches, d'accord, ne sont pas du tout profonds. Les choix à faire sont relativement simples. Ça, j'y reviendrai plus tard quand je commencerai vraiment la partie. C'est pas vraiment pour moi ce qui est le plus important. Moi, ce qui m'a le plus gêné et ce que je veux quand même vous partager, c'est que vous me mettez en avant l'application. Mais au final, je me dis, l'application est déjà extrêmement présente. L'application, heureusement, ne gère pas la présence des personnages. Sinon, on aurait un jeu vidéo et on n'aurait plus un jeu de société. Et quand vous faites un jeu de société avec une application qui est aussi présente, ben, finalement, vous perdez vraiment énormément d'interaction, je trouve, autour de la table. Et ça, c'est assez dommage. Vous rajoutez à ça en plus le fait qu'entre chaque phase de jeu, vous ayez un temps de chargement, un temps de sauvegarde en fait de votre partie, ben, qui fait que ça ralentit vraiment votre jeu. Là, pour le moment, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte vraiment. Mais quand je vais lancer la partie, je pense que je vais même devoir faire des montages pour tous ces temps de chargement là qui sont assez chiants quand même. Enfin, dernier point, beaucoup me disent, comme je vous ai dit, le matériel est top, il marche du feu de Dieu, etc. Ok, voilà ce qui se passe. Alors,
Ce que vous avez de présenter, c'est moi qui ai fait ce choix, j'ai pris des tuiles, etc. plus ou moins au hasard, j'ai plus ou moins monté comme je voulais. Mais si vous regardez un tout petit peu sous un autre angle, alors je vais enlever Brin parce que ça va se casser la gueule, je vais enlever lui parce que ça va tomber, je vais enlever tout ça. Tac. Et je vais déplacer la caméra secondaire. Voilà, donc même si vous avez bien monté votre matériel et que vous avez fait attention à beaucoup de choses, eh oui, un montage se joue parfois au millimètre près et vous pouvez voir que les piliers du fond ne touchent pas le sol, tout comme le premier. Et quand vous rééquilibrez d'un côté, vous perdez de l'autre. Vous allez me dire, t'as qu'à les enfoncer, t'as qu'à faire attention. Écoutez, c'est bien mis, c'est bien posé. Ma table est droite, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, au niveau des escaliers, petite mécanique que j'ai trouvé très intéressante. Pour éviter d'avoir quelque chose qui se met comme ça, là, vous voyez, de manière juxtaposée, et on ne sait pas très bien où est finalement le début de la fin de l'escalier, il est comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est excellent. Finalement, on a bien une, deux marches, et on arrive du palier 1 au palier 2, sans avoir on a deux marches intermédiaires et pas trois. Ça, c'est bien pensé, je reconnais, c'est très sympa. Par contre, quand vous avez un défaut d'équilibre sur vos planches, ben là, on ne le voit pas très bien. Là, on se dit, oh, ça va, c'est droit. Mais quand vous regardez au niveau de l'escalier, du coup, ben, vous voyez que ça penche un peu dans tous les sens. Ça me gonfle un peu. Voilà, donc ça, c'était une première chose que je voulais montrer au niveau du matériel. Une deuxième chose que je souhaite montrer au niveau du matériel, c'est que tout, vous voyez, est tenu par des petites encoches, finalement, d'accord ? Et à force de manipuler ces encoches, plus ça va, plus quand on rentre dans le détail, suivant les angles qu'on prend, eh ben, elles s'effritent petit à petit. Ce qui fait qu'on a une durée de vie avec du carton qui est assez limitée. Et j'ai fait quand même quelques recherches, je me suis dit, mais il n'y a pas moyen de trouver une solution. Eh ben oui, il y en a, ils n'ont pas attendu, hein, ils ne se sont pas fait chier. Hein. Ils ont créé leurs propres pylônes en plastique sur lesquels les tuiles s'agencent parfaitement. Pourquoi FFG ne l'a pas fait? Si des fan-made arrivent à réaliser ce type de choses avec leur imprimante 3D, j'imagine que FFG aurait pu déployer des moyens beaucoup plus grands. Et ne me parlez pas que ça aurait augmenté le prix il est déjà excessivement haut pour le matériel qu'on a. Vous ne serez pas d'accord avec moi sur ce point-là, j'en conviens peut-être, mais néanmoins ça aurait pu augmenter la durée de vie de votre matériel, le fait d'avoir ne serait-ce que des piliers en plastique. Voilà. Par contre, autre point que je tiens à souligner, c'est une fois que tout est mis en place et tout monté, je vais mettre quelques photos, c'est vrai que ça a quand même, on va le reconnaître, un peu de la gueule sur la table. C'est joli, ça fonctionne bien et ça, je ne peux absolument pas le retirer. Alors ensuite, oui, autre point, je vous ai dit tout à l'heure que les règles étaient faciles à aborder, c'était facile à prendre en main, etc. Ouais, heureusement qu'il y a l'application, parce que le livret de règles FFG, ok, il est bien illustré, les phrases sont correctes, il y a beaucoup de choses intéressantes qui amènent bien la découverte du jeu. Par contre, il y a des questions qu'on se pose qui sont absolument pas possibles de trouver la réponse, on va dire de manière évidente, dedans le livret de règles. On est obligé d'en faire des conclusions, il faut lire entre les lignes. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, votre personnage, il va avoir des blessures malignes, des blessures bénignes, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous finissez une quête? Est-ce qu'il reste blessé? Est-ce qu'il faut le soigner? Est-ce qu'il y a des choses à faire en plus? Non, il faut juste la retirer. Et ça, pourquoi? Parce qu'au début de la partie, prenez votre disque de points de vie avec le maximum de vie de votre personnage lors de la mise en place. Sans parler des éventuelles blessures qu'il y a eu auparavant. Ouais, moi je trouve que lire entre les lignes pour arriver à comprendre qu'on retire la blessure, j'en étais pas certain, surtout qu'il s'agit d'une campagne. Nos personnages qui se soignent comme ça, j'avais un petit peu du mal à le comprendre et à l'entendre aussi. Voilà, bon, du coup j'étais un peu sceptique sur la gestion des blessures. Donc finalement, oui, ça reste un jeu qui est, pour le moment, me plaît, que je trouve très bon, avec un matériel que je trouve un peu négligé, une application très présente, parfois buggée, même au niveau parfois de certaines tournures de phrases, je me dis mais ça veut rien dire du tout. Il y en a un droit de se dire quand même que, encore une fois, vu que cette application est censée coûter extrêmement cher aux yeux de certains, eh bien au moins que la traduction soit bien faite. Voilà. Parce que certes, vous avez de très belles illustrations, vous avez une direction artistique qui est excellente, vous avez un moteur de jeu qui est très bien foutu,
qui va améliorer votre expérience de jeu. Le gameplay, c'est fluide, ça roule. Mais l'application avec les temps de chargement, les temps de sauvegarde, les temps de la manière dont certaines phrases sont tournées, il y a quand même, on va dire, un certain déséquilibre de taille. Donc c'est un jeu qui nécessite dans tous les cas à être suivi au niveau donc, de son application, amélioré, pour pouvoir, on va dire, en profiter à 100%. Beaucoup disent oui, mais le prix de la boîte permet aussi à l'application de se développer dans d'autres circonstances, d'ouvrir de nouvelles quêtes avec la même boîte, etc. Ça n'est pas du tout pensé comme ça, puisque sur la boîte, il y a quand même marqué acte 2. Ça veut dire que vous allez devoir acheter une nouvelle acte 1. Ça veut dire que vous allez devoir acheter une nouvelle boîte qui va s'appeler acte 2, bénéficier d'un matériel quasiment identique, peut-être même des personnages différents, et l'application ne va gérer que l'acte 2 pour pouvoir, à mon avis, profiter des nouveaux scénarios qui ne seront pas disponibles et accessibles avec l'acte 1. Faut pas oublier que FFG ou Asmodée tout court, c'est une boîte, ils font du commerce, ils sont là pour gagner du pognon, ça n'est absolument pas là pour vous dire on est des passionnés et on veut vous faire vivre notre passion. Certes, il y a des passionnés, et heureusement qu'il y en a, sinon ça, je pense que ça serait pire, mais c'est surtout une entreprise et ils doivent chercher à gagner des sous. Point. Ne l'oubliez pas. Alors encore une fois, je tiens à préciser qu'il ne s'agit absolument pas d'une critique définitive pour moi du jeu. Il s'agit juste d'une réponse par rapport à l'ancienne vidéo sur ce que j'ai vécu en jouant au jeu. Mon expérience définitive et mon bilan définitif sur Descent, Légende des Ténèbres sera fait à travers un bilan, comme je fais à chaque fois. Voilà, donc du coup, je pense que je vous ai un peu tout dit, j'ai un peu fait le tour, la vidéo est assez longue, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, eh bien, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!